Et on va lancer la rencontre d'aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec Thierry. Donc, Thierry, je vais te laisser la parole. Et c'est parti. Bien, allons-y. Bon, je vais mettre un chrono parce que ça m'arrive d'être bavard. Donc, Ça va? ravi voilà, de se croiser avec la casemate, même si c'est à distance pour le moment, et Ouais. puis de croiser des gens d'un petit peu partout qui ont des profils divers et variés pour raconter un petit peu ce que nous, on a développé. Donc, je vais vous parler de trois projets. C'est pour ça que je mets un chrono. Mais l'idée, c'est peut-être que je vous explique comment, en fait, vraiment au niveau opérationnel, nous, notre service qui travaillait sur la culture scientifique, de manière peut-être un petit peu originale, on en est arrivé à trouver que c'est quasiment indispensable de mettre des livres dans nos expos et de travailler autour du livre, en fait. Parce que ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Euh, la première expérience, c'était dans un projet, c'était en 2011. Il y avait l'année internationale de la chimie et on a commencé à travailler, à se dire: «Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, en termes de médiation scientifique autour de la chimie?» Et on est tombé sur, cette espèce d'extraordinaire tableau périodique des éléments et on s'est rendu compte qu'en fait, dedans, ce tableau des éléments qui fait peur à beaucoup de gens, il y a un peu toute l'histoire de l'univers et toute l'histoire de l'humanité dedans, en fait, si on cherche bien. C'est-à-dire que derrière les symboles atomiques, les constantes physiques et cetera, on peut mettre pas mal de choses. En plus, ce qui est intéressant, c'est quand, il y a quelque chose qui fait peur, a priori et que, on se rend compte qu'il y a un potentiel incroyable pour raconter des histoires avec. Donc ce qu'on a fait, c'est que ce tableau déjà, les petits atomes, on les a fait dessiner par un illustrateur et il nous a dessiné il y en avait pas 118 à l'époque qui étaient connus, mais il nous a dessiné, tous les atomes sur un petit tableau. Donc on a fait un tableau, qu'on a appelé le tableau hyperludique des éléments avec des petits personnages. Donc déjà ça mettait une couche un peu de d'imaginaire autour de tout ça et de fil en aiguille, on a développé tout ça et puis on voyait le tableau un peu partout et on essayait d'en tirer, le maximum de choses. Et on a fini par faire un grand meuble avec, des cases, qui faisaient 30 centimètres sur 30 centimètres. Donc ça fait un meuble au final, quand on veut mettre tous les éléments chimiques, ça fait à peu près 3,50 m sur 2 mètres. Et dans ce tableau-là, on avait mis, donc des petits, enfin voilà, on ça ressemblait vraiment à un tableau avec les symboles et cetera. Et on s'est dit: «On va mettre des objets». Enfin, en gros, on est allé au supermarché, on est allé à Emmaüs et on allait chercher plein d'objets qui contenaient tel ou tel atome. Donc des objets en étain, des objets en plomb, des objets en fer, des pailles de fer, enfin des vraiment plein d'objets du quotidien et des objets un peu moins du quotidien, les étoiles phosphorescentes, dans les chambres des enfants et en fait, au final, ça nous faisait, un espèce de grand cabinet de curiosité dans lequel on pouvait, avec lequel on pouvait interagir avec le public. Et puis, je ne sais pas exactement comment c'est parti cette histoire, mais on s'est dit que si on mettait des objets, pourquoi pas mettre, des ouvrages de la littérature qui évoquaient tel ou tel atome? Et donc on l'a transformé aussi en bibliothèque parce que, le meuble s'y prêtait en fait, quelque part. Et donc moi j'ai recruté, une stagiaire métier du livre qui a pris du temps pour, chercher dans la littérature, alors c'était pas forcément que littérature jeunesse à l'époque, mais il y avait quand même des choses qui marchaient et qui, a réuni un corpus d'une centaine de bouquins. Alors bien entendu, il n'y a pas des il y a pas des bouquins, pour tous les atomes, mais c'était pas du tout le but. Mais, il y en a beaucoup pour l'or, par exemple. Il y en a beaucoup moins je sais pas, l'uranium ou les trucs radioactifs, en fait, encore qu'avec, les comics on trouve des choses. Il y a, voilà. Après, on s'est rendu compte aussi que dans la littérature, il y avait plein d'atomes imaginaires aussi, dans la science-fiction et que c'était des choses aussi qu'on pouvait utiliser pour, raconter des histoires. Et donc on a ce corpus, qui a été exposé, d'ailleurs, je vois que Nicolas Beck est là, mais il est même allé à Nancy, ce corpus, lors d'un forum Science and You, une fois. Hem et voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'on est parti là-dessus. Et en sachant que, en fait, c'est un travail qui est infini, en fait. Donc mais que, mine de rien, ça prend plus de temps qu'on aurait cru de, trouver vraiment des bons bouquins pour lesquels il y a des choses à raconter. Alors je vais faire 10 booktubes en un seul, en fait, Marion. C'est je vais aller très vite, en fait, mais je vais vous parler un petit peu, des pépites qu'on avait trouvées. Je suis allé dans le garage, je vous en trouver quelques-unes. Donc par exemple, il y a un super héros pour ceux qui sont super fa ah là là, il faut que j'enlève mon fond parce que ça a pas marché. Mince, comment je fais? Alors attends, excuse-moi, il faut que j'enlève mon fond d'écran parce que sinon vous allez pas voir les livres. Oui, Heu, ou alors il faut que tu les mettes devant toi. Comme ça vous voyez le bazar de mon bureau. Mm. Donc voilà, ça c'est un super héros qui s'appelle Atom
Donc Atom, il est capable de se rétrécir énormément, enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça et ça, effectivement pour des collégiens par exemple, c'est génial quoi. On peut faire plein de choses avec ça. Donc là, c'est Atom contre Superman. Heu, voilà. On a acheté beaucoup de choses d'occasion aussi, hein, en fait. Il y a pas besoin forcément d'avoir les bouquins, neufs. Alors ça, c'est pas du tout, littérature jeunesse, hein, c'est Primo Levi, Le système périodique, mais je pense que c'est un peu à cause de ce bouquin qu'on est parti dans cette histoire-là, en fait. Parce que, je sais pas si vous le connaissez pas, il y a quand même plein de façons, d'évoquer les atomes de façon excessivement poétique et c'est un super beau travail. Regarde tous les post-it qu'il y a dedans, ça tous les post-it, c'est des trucs, dont on peut se servir, en fait, pour le projet, en fait. Et il y a des évocations, du phosphore et tout ça qui sont vraiment, très poétiques et très jolies. Hem Ensuite, il y a alors là, c'est la version anglaise parce que je on l'avait acheté en anglais à l'époque parce qu'il était pas encore sorti en français. Ça s'appelle Wonderful Life with the Elements et c'est en fait un designer, japonais qui a fait un code couleur. Alors c'est beaucoup plus précis que ce que nous on avait fait quand on avait dessiné nos atomes, mais l'idée c'est qu'il y a un code couleur pour, la famille des atomes en fait, c'est, le la coupe de cheveux de ces personnages. Il a fait des personnages qui représentent tous les atomes du tableau périodique des éléments et en fait, il y a tout un tas de caractéristiques en fonction de ses propriétés, en fonction de s'il est naturel ou pas naturel, et cetera. Et il a fait lui-même un tableau. Alors je sais j'avais un poster, mais je sais pas si je vais l'avoir comme ça, mais l'idée, c'est un peu que, en gros, plus on est gros, plus on est un gros atome, plus on a une coupe de cheveux, similaire, plus on appartient à la même famille et comme ça, il y a et après pour chaque atome, il vous met un petit peu les applications qui sont possibles de cet atome de façon illustrée et c'est hyper fouillé et c'est super intéressant. Donc heu, donc ça, c'est pas typiquement de la littérature, qui évoque des atomes, mais par contre, c'est plutôt les bouquins qu'on utilisait pour faire de la médiation et pour, rentrer un petit peu dans le sujet et avoir des moyens un peu originaux de montrer les sujets, en fait. Voilà. Alors après, si on reste, là-dedans, là, il y a c'est un manga que j'avais vu, j'avais vu ça dans Courrier International, en fait, donc alors je vais essayer de vous trouver le personnage. Alors il est en japonais, donc je connais pas tout, exactement, mais en fait, l'idée, c'est que l'uranium est personnifié dans ce alors en plus, forcément, c'est japonais, donc les histoires de radioactivité et d'uranium, c'est des choses qui sont ancrées très profond dans ce pays-là et donc c'est, un super héros et d'ailleurs, il y a un autre manga où il y avait en fait, un héros de manga par atome, du tableau périodique des éléments et il travaillait un petit peu là-dessus, donc enfin voilà, il y a plein de choses. Après, on trouve des choses dans Jules Verne aussi. Je ne sais pas si vous connaissez celui-là, il est pas très connu, Les Indes noires. Les Indes noires, ça raconte, l'histoire, c'est à l'époque, industrielle et on imagine qu'on trouve, en fait, une immense, mine de charbon en dessous de Londres et c'est la vie des gens qui vivent dans cette mine de charbon, en fait, qui est complètement incroyable. Donc nous, forcément, on l'avait mis au rayon du carbone, en fait. Donc ça, et après, voilà, dans Spirou, on trouve des trucs aussi. Donc dans celui-là, il y a un atome imaginaire, par exemple, dans l'Ankou. Alors l'Ankou, c'est étonnant parce que vous savez que Spirou, c'est pas toujours les mêmes auteurs, et dessinateurs enfin, c'est eux qui récupèrent le truc et là, ils inventent un atome qui s'appelle, le Tyrinium 2000. Donc il y a toute une histoire autour du Tyrinium 2000 et d'une centrale nucléaire et cetera. Il est très, très antinucléaire ce Spirou, en fait. Mais, pour nous, c'est intéressant aussi de voir, justement, le rapport à la science dans Spirou, c'est très différent, en fait, entre les albums du début, ceux de maintenant et cetera. Donc c'était intéressant d'explorer ça. Bon voilà, pour, le côté des atomes. Après, j'enchaîne avec un autre, projet sur lequel on avait travaillé, donc c'est le projet de la peluchologie. Donc la peluchologie, c'est né, pendant l'année internationale de la biodiversité et l'idée, c'était heu, de trouver un moyen, original de parler de biodiversité, de parler, de faire un projet qui fonctionne aussi, à l'intergénérationnel et surtout un projet qui dise que, la biodiversité, c'est pas quelque chose que, on n'est pas obligé d'aller au bout du monde pour, travailler sur la biodiversité, en fait. Ça, c'était vraiment un truc important parce que souvent ce qu'on vous montre à la télé, c'est, des expéditions, qui partent je sais pas où, découvrir des bestioles que vous verrez jamais dans votre vie et nous et le dernier point, c'est que on voulait faire quelque chose parce que, en étant dans un comment dire? Dans un service de culture scientifique d'université, on trouve que c'est presque plus important de parler des méthodes, de la recherche que des résultats et donc on s'était dit: On va faire un projet dans lequel on est hyper carré sur la méthode et les résultats, on verra, voilà, on pourra en parler, mais c'est pas forcément le plus important et bon, pour plein de raisons qui seraient un peu longues à vous expliquer là, mais on est parti en se disant que
On a eu cette idée de dire, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer, l'écosystème imaginaire des peluches avec la méthode des naturalistes. Donc ça veut dire qu'on va faire des collections et que les enfants vont faire des collections, qu'on va, inventorier ces collections, on va les mesurer, on va les observer, on va les dessiner et pour, le summum du truc, c'est de après arriver à ranger tout ça dans les bons tiroirs et se dire, enfin, comment scientifiquement on est capable de dire, où je range cette peluche par rapport à cette peluche, en fait? Et donc ça, on s'est rendu compte que, bah, ça déjà, ça fonctionnait super bien, que, ça terrorisait les enseignants par contre, hein, de les professeurs des écoles parce que la classification, ça fait peur et quand on vous dit, «Ah mais vous inquiétez pas, on a une super méthode pour faire la classification avec des peluches», et ben, ça fait encore plus peur. Alors qu'en fait, mais bah, quand on les aide un petit peu, on se rend compte que ça fonctionne, quand on arrive à les convaincre au début. Donc la méthode, elle fonctionne et au bout d'un moment, on s'est rendu compte, bon, on a fait, vraiment 20 dates, d'itinérantes de cette expo qui parlait de plein de peluches différentes et en fait, on a fait une version 2 de l'expo Peluchologie qui était cette fois, centrée sur le roi des peluches qui est le nounours. Donc on a fait une expo, centrée vraiment que sur l'ours en peluche et en termes de classification, c'est presque vachement plus intéressant, en fait. C'est-à-dire que le travail est plus fin de se dire, entre eux, je vais classer un poulpe et des mammifères, enfin et des peluches qui ressemblent à des mammifères et cetera. Si vous avez que des ours, déjà, la question se pose de, savoir est-ce que cette peluche est un ours ou pas? Qu'est-ce qui me permet de dire que c'est un ours ou pas? Et des fois, il y a des ambiguïtés. Et une fois qu'on enfin voilà, c'est comme si on devenait spécialiste de la nounoursologie, après, avoir passé un diplôme de peluchologue, en fait. Et l'ours, bien entendu, on s'est rendu compte que, bah, que l'expo alors ça, c'était un peu aussi parce que, il y a eu tout un groupe de travail à l'AMSTI, en fait, sur, la question du livre et de la culture scientifique, qui a peut-être fait germer des choses et puis, créer des contacts et tout ça et on s'est dit que on s'est rendu compte surtout à quel point, il n'y avait pas forcément une offre incroyable, de projets scientifiques, pour les médiathèques et surtout que, ben, en fait, moi, quand je fais des formations de peluchologie pour les médiathécaires, je me rends compte que, et ce qui est normal, hein, il y en a très, très peu, il y en a, pas mal qui sont curieux de science, mais il y en a très, très peu qui ont suivi des cursus scientifiques. Donc sur la notion d'accompagnement, on essaye de faire ça, voilà et puis ça fonctionne plutôt bien et puis les échanges sont intéressants. Donc voilà, donc l'idée c'est que si on a une expo, qui est originale, qui parle de science, une formation en parallèle qui peut permettre, que les médiathécaires se mettent le pied à l'étrier, ben, en général ça fonctionne assez bien. Et donc dans notre expo sur les nounours, on a créé ce qu'on appelle, en fait une bibliothèque idéale de l'ours. Donc c'est un petit peu comme ce qu'on avait fait avec les atomes, mais on a cherché, des livres qui parlaient des ours. Et on voilà, on a une sélection de enfin voilà, j'ai quelque chose, alors je sais pas, là, je sais pas si vous pouvez lever la main ou aimer Tolkien parce que je vois que le temps file, mais je me dépêche, je me dépêche. Il y en a un que j'adore, c'est celui-là. Il s'appelle «Mais je suis un ours». Je sais pas si vous connaissez celui-là? C'est l'histoire d'un en fait, c'est l'histoire, enfin les graphismes sont super en fait, mais c'est un ours en gros qui est en train d'hiberner et puis, il pendant qu'il hiberne, on construit une usine autour de lui et puis quand il se réveille au printemps et qu'il sort, on lui dit, «Bon, mais qu'est-ce que tu fais là? Va mettre ton bleu de travail et va travailler» et lui, il dit: «Mais je suis un ours» et puis, en fait, il essaye de convaincre toutes les strates, en fait, de l'échelle de l'usine jusqu'au directeur pour dire, et tout le monde dit: «Mais non, tu es juste un ouvrier qui est mal rasé, en fait, donc vas-y», et il se retrouve à la chaîne, à l'usine, en fait, au réveil de l'hibernation, donc je vous dis pas la fin, je vous je vous laisserai, il est très, très chouette. Alors après, ça, c'est pour les un peu plus grands. Ça, c'est un livre qui s'appelle de Charlie Buffet, qui s'appelle «L'ours qui a vu l'homme». Charlie Buffet, c'est quelqu'un qui écrit très, très bien sur la montagne, en fait et qui, vraiment une très belle plume et qui raconte, une histoire d'un explorateur célèbre dont je me rappelle plus le nom, en fait, mais qui se retrouve donc c'est une histoire vraie, hein, qui en fait, il se retrouve dans un trou de glace dans la banquise, ça c'est une des nouvelles et donc il tombe dans le trou et en fait, au même moment, il y a un je crois qu'il y a un ours qui vient le voir et tout et l'ours, il tombe aussi dans le trou. Donc il se retrouve dans un trou de banquise avec un ours, en fait. Ça, c'est pareil, je vous dis pas comment ça finit, en fait, mais c'est une très belle histoire, c'est très bien écrit. Après, il y a des mangas de Taniguchi, voilà. Qui s'appelle Seton, c'est sur des histoires qui se passent en Californie et il y a des histoires sur des ours, voilà, c'est en termes de enfin, c'est génial. Je pense que c'est des très, très belles histoires qu'on avait mis. Alors on avait mis des petites pastilles en fonction de l'âge. Heu, alors là, pour les tout petits, il y a ça, c'est très, très beau. Ça s'appelle Où vont les bébés? Elise Bieta
et au centre de l'illustration à Moulins, ils ont, une version audio de ce livre-là qui est juste magnifique pour, expliquer ce que deviennent les doudous, quand ils disparaissent, en fait. Et ça, c'est pareil, je vous raconte pas la fin. Et puis alors après celui-là, je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent. Ça, c'est juste génial, c'est hyper drôle. Si vous êtes un peu déprimé le lundi matin, vous prenez ça, il y en a plusieurs en plus, il y en a 3 ou 4. C'est l'histoire d'un canard ou d'un jar avec un ours, en fait, et tous les 2 ils sont assez, désopilants, en fait. Voilà. J'ai fait 15 minutes. Il me reste combien de temps, chef? Vas-y, on te 3 laisse, minutes? Allez. ouais, pour le on peut même Alors, dire 5. allez, 5 4, minutes. 4, 5. Voilà, j'essaye de faire au mieux. Donc le dernier projet, je suis désolé, je suis obligé d'aller un petit peu vite, mais, c'est comme ça. Je suis bavard, je vous avais dit, hein. Il s'appelle Littérature. Donc là maintenant, ça y est, on est vacciné, ça veut dire qu'on met des bouquins dans toutes les expos, quasiment. Et là, le bouquin, il est vraiment centré autour du livre. C'est-à-dire que, le but du jeu, c'est, Littérature, ça parle de, biodiversité, des plantes et des insectes. Donc cette fois, on parle un peu de enfin, on a failli parler de la vraie biodiversité, mais on va y arriver, mais via le livre. Donc l'idée, c'est qu'on va monter des camps d'explorateurs naturalistes pour aller dans les médiathèques. Donc dans un premier temps en Occitanie jusqu'à cet été, hein, et on est en train de construire un site web dans lequel, en fait, les enfants, les médiathécaires et leur public, ils pourront partir à la chasse aux espèces, mais dans les livres. Donc ça veut dire qu'ils vont dans la médiathèque, ils cherchent des bouquins qui contiennent des plantes ou des insectes et ils mettent ça sur un site collaboratif, soit qui sera indexé, soit avec une carte, pour dire, bah, c'est la médiathèque de tel endroit qui a inventorié tous ces bouquins, soit, indexé sous forme d'un arbre du vivant. Ça veut dire que, le livre qui représente l'espèce qui existe dans la nature, on le mettra à l'endroit de l'arbre du vivant où, la vraie espèce se trouve. Et il y aura une partie qui parlera du bouquin et des émotions autour du bouquin, et de l'histoire, et une partie qui parlera, ben, de la bestiole dans la nature. Et le but du jeu, c'est de faire un inventaire collaboratif, bah, un peu quelles sont, les espèces qui sont surévaluées, enfin surreprésentées, sous-représentées, qui sont, bien aimées ou mal aimées dans le monde, enfin voilà, en termes de plantes et insectes. Alors plantes et insectes, déjà, on a de la marge parce que ça fait, largement plus que la moitié de la biodiversité réelle, en fait. Donc on s'est dit qu'on se concentrait là-dessus. Et donc on a des ateliers en parallèle, on a des expos, on a une expo qu'on est en train de monter et l'idée c'est vraiment bah, d'explorer tout ce monde-là avec, et là on est, enfin voilà, on a les partenaires, on a les financements et on a, 10 dates qui vont être réalisées, d'ici la fin de l'été dans ce projet-là. Voilà, je pense que j'ai terminé, pour ce matin. Super, bon, j'espère que ça vous a déjà, donné plein d'idées. En tout cas, enfin moi oui. Et vous aurez peut-être, plein de questions parce que je sais que du coup Thierry a parlé d'une petite partie finalement des projets, mais c'est même plus que ça. Donc je pense que dans la discussion, on aura peut-être l'occasion d'y revenir et puis de parler de plein d'autres choses autour des projets. Et puis je vais laisser la parole à Armelle, du coup, du côté Casemate. Ça marche. Donc bonjour à tous, je suis Armelle Chaléon, je suis médiatrice à la Casemate et je m'occupe de l'espace d'exposition à destination des jeunes publics qu'on a à la Casemate. Donc je vais vous parler un petit peu de comment on utilise le livre, les albums jeunesse pour déclencher un questionnement scientifique auprès des tout-petits. Voilà, donc actuellement, on a un espace d'exposition, mais quand je suis arrivée à la Casemate, on n'avait pas de grand espace d'exposition disponible pour le jeune public et du coup, on faisait plutôt des ateliers à destination des maternelles, donc plus particulièrement des scolaires. Et ces ateliers, on les appelait les ateliers sciences et imaginaire, hein, parce que l'idée, c'était de partir d'un album jeunesse pour déclencher un questionnement et ensuite tester avec différentes manipulations le concept qu'on avait découvert à travers cet album. Voilà. Donc, contrairement à Thierry, j'ai pas emmené tous mes petits livres, voilà, mais je vais vous donner quelques références qu'on a utilisées. Donc, l'idée d'un album déclencheur, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé auprès des tout-petits, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les enseignants, en fait, pour lancer des projets scientifiques dans leur classe. Donc, par exemple, on avait, nous, fait un atelier sur le thème de la notion d'équilibre, de poids, de mesure.
Et on avait utilisé un album pour enfants, alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qui s'appelle Un tout petit coup de main. Donc l'idée de cet album, c'est un éléphant et une petite souris qui font de la balançoire. Alors pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, alors j'ai pas emmené les livres, mais je vais pouvoir vous partager un petit peu des images. Voilà. Donc l'histoire, voilà, c'est un éléphant et une petite souris qui essayent de faire de la balançoire, mais bon, forcément, ça marche pas. Voilà, donc là, à travers cette histoire, on va découvrir que la petite souris, elle se fait aider par différents animaux qui montent de son côté jusqu'à ce que ça fasse le poids idéal pour créer l'équilibre et pour pouvoir faire monter l'éléphant sur cette balançoire. Voilà. Donc en fait, ces albums jeunesse, on les utilisait, alors on demandait des autorisations auprès des maisons d'édition pour représenter ces albums en grand format, donc sous format Kamishibai. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'un Kamishibai. Donc là aussi, je vous ai mis un petit peu une image que je vais vous partager. Du coup, donc un Kamishibai, on appelle ça un théâtre d'images, en fait. Hein. L'idée, c'est d'avoir un grand support et de pouvoir d'imprimer en fait notre livre en grand format sans le texte et de présenter ça. Du coup, ça permet de présenter ça à un grand nombre de personnes. Donc là, par exemple, on avait une classe de maternelle face à nous. Donc, quand on a un album en plus grand format, alors montrer un album en format classique, ça marche aussi très bien. Mais du coup, là, on représentait ça en grand format. Donc, on n'a pas eu trop de soucis à avoir les autorisations des maisons d'édition. Hein. C'est ce que je racontais à Thierry, parce qu'il y avait cette question un petit peu de droit à l'image qui pose question, effectivement. On ne sait pas trop exactement dans les musées comment on peut utiliser effectivement ces livres-là. La question était, est-ce qu'on peut les mettre en vitrine, est-ce qu'on peut les faire manipuler par le public, etc. Donc là, nous, en fait, pour ces ateliers-là, on demandait une autorisation auprès des maisons d'édition pour pouvoir réimprimer, on va dire, ces albums en grand format et pouvoir les utiliser. Donc cet album, ça permet vraiment d'introduire, alors à travers une histoire, hein, donc là on raconte une histoire qui à première vue n'est pas du tout une histoire scientifique, mais du coup, suite à cet album, avec les enfants, on va pouvoir s'interroger sur ce qui s'est passé et puis on va pouvoir réaliser différentes manipulations pour tester. Donc là, une fois qu'on avait raconté cette histoire de cet éléphant, de cette souris qui voulait faire de la balançoire, et là, on avait cette notion de lourd, léger, d'équilibre, de poids. Et puis donc, on avait différents matériaux on avait des balances, on avait différents matériaux pour pouvoir tester justement cette notion de poids. Alors, il y a plein d'albums qui existent, qui peuvent servir d'albums déclencheurs. On avait fait un autre atelier autour du cycle de l'eau, et là, on avait utilisé un album qui s'appelle Le Grand Voyage de Balthazar. Donc, ce livre-là, je vais vous dire, c'est aux éditions Calicéphale. Donc, c'est l'histoire de deux enfants qui, un jour, ils se réveillent, il neige, donc ils vont construire un bonhomme de neige dans leur jardin. Et puis, le lendemain, ils se réveillent, le bonhomme de neige n'est plus là. Et en fait, on va découvrir à travers l'histoire que ce bonhomme de neige, il a fondu, que l'eau est partie dans la rivière, que de la rivière, elle a voyagé, cette eau, elle est partie jusqu'à l'océan, que de l'océan, elle s'est envolée dans les nuages et que un jour, et ben, en fait, de ce nuage va retomber des petites gouttes de pluie ou de neige et va retomber ce fameux Balthazar, ce fameux bonhomme de neige. Donc là, à travers cet album jeunesse, et ben, on avait aussi finalement toutes les étapes du cycle de l'eau. Et à travers notre atelier, eh ben, on a repris toutes ces étapes. Donc, on faisait bouillir de l'eau pour montrer l'évaporation. Donc, on reprenait un petit peu toutes ces étapes-là. Donc, il y a plein de sites qui référencent des albums déclencheurs pour le jeune public. Donc là, nous, on s'adresse aux maternelles, mais on peut s'adresser aussi aux plus grands avec tout type d'histoire. Donc, il y a plein de sites, il y a notamment, voilà, qui m'a partagé dans le chat le site de La Main à la Pâte. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un site à destination alors des enseignants ou des animateurs qui référencent plein de projets scientifiques avec des fois plusieurs séquences, donc sur certaines thématiques. Donc là, il y a toute une référence d'albums scientifiques qui peuvent servir à lancer justement des activités. Et puis, on nous propose tout type d'activités en fonction de la thématique. Donc là, c'en est un. Il y en a plusieurs qui existent. Si vous cherchez album déclencheur en maternelle, vous en trouverez pas mal. Alors après, on s'est retrouvés parfois avec des histoires où
la notion scientifique, on va dire, n'était pas forcément très juste. On a notamment eu un petit peu de mal à trouver un album pour lancer le questionnement sur un atelier sur l'ombre et la lumière, hein, qu'on avait envie de monter pour les maternelles. Et souvent, dans les histoires jeunesse, eh ben, on a par exemple le loup qui vole l'ombre de la petite fille, choses comme ça. Et alors que bon, bah, finalement, quand on veut parler d'ombre, on va bien montrer que l'ombre, elle peut pas se décrocher de l'objet. Donc là, finalement, on s'est retrouvés face à plein d'albums où l'histoire ne correspondait pas à ce qu'on avait envie de montrer. Et on a aussi travaillé du coup avec des conteurs, avec une conteuse notamment. On avait travaillé avec le Centre des arts et du récit de l'Isère. Et là, on a travaillé avec une conteuse pour qu'elle nous pour écrire une histoire vraiment qui correspondait à ce qu'on avait envie de montrer après dans notre atelier. Donc là, on a fait vraiment un travail d'écriture par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'était pour les albums sciences et imaginaire. Donc, on part d'un album, on crée un questionnement scientifique et ensuite, on va tester à travers différentes manipulations. Ensuite, les albums jeunesse, c'est quelque chose qu'on utilise toujours beaucoup. Donc maintenant, on ne propose plus ces ateliers sciences et imaginaire, mais on a un espace d'exposition maintenant à destination des 3-7 ans, où on accueille des expositions qui font environ 100 mètres carrés. Mais on a toujours, pour chacune de nos expositions, un coin lecture, parce que c'est important pour nous qu'il y ait toujours ce rapport avec le livre. Donc, pour chacune de nos expositions, on va chercher des livres en lien avec la thématique. Alors, on travaille beaucoup, nous, avec une librairie grenobloise pour cette recherche d'albums en lien avec l'exposition. Et donc, on a toujours ce petit coin lecture qui est proposé pour chacune de nos expositions. Beaucoup de livres scientifiques, hein, il y a beaucoup de références dans les livres scientifiques à destination du jeune public. Les Kiddy Doc, par exemple, c'est des albums qui sont super bien faits en termes de vulgarisation scientifique. Donc, on s'appuie aussi là-dessus. Il y a plein de livres aussi qui référencent des idées d'activités à faire à la maison avec du matériel très simple. Donc là aussi, on va piocher des idées, hein, même si on est, on va dire, professionnel des sciences, et bien on va aussi chercher des idées dans ces livres-là. Et puis, du coup, pour chacune de nos expositions, on réalise un guide pédagogique. Et dans ce guide pédagogique, on va aussi référencer différents livres, toute une bibliographie sur la thématique. Voilà. Donc, on dit souvent que les médiateurs sont des passeurs d'histoire. Et c'est pour ça que je trouve que ce terme est pas mal, parce qu'effectivement, c'est important de se servir des histoires pour parler de science aussi, surtout avec les enfants. Voilà pour notre expérience. Donc, on a utilisé, alors si je reviens sur les ateliers sciences et imaginaires, on a utilisé différents albums. On a utilisé un album aussi qui s'appelle Le Petit Chasseur de bruit. Celui-là, on l'a utilisé pour un album sur le son. C'est des manipes qui peuvent être facilement réalisables, de faire un atelier sur le son, que ce soit en bibliothèque, etc. Hein, faire un téléphone avec des gobelets et puis un bout de ficelle au milieu, hein, c'est tout simple, mais c'est vraiment quelque chose qui va permettre aux enfants de comprendre que le son il circule dans cette petite ficelle, que si on empêche la vibration de cette ficelle, le son ne circule plus. Donc il y a vraiment des choses toutes simples à faire à partir d'albums. Donc je suis disponible après pour certains d'entre vous pour partager plus en détail ces ateliers qu'on a fait. On a encore des traces de guides pédagogiques avec plein d'activités qui ont été réalisées à partir d'albums. Donc, je pourrais vous partager ça aussi. Voilà. Oui, super. Merci Armelle. Oui, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que sur des thèmes tout simples, et des fois, on n'y pense même pas quand on lit le livre, en fait, au thème scientifique qu'il y a derrière. Mais si on cherche un tout petit peu, et ben, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de livres qui présentent des concepts qui sont effectivement même des concepts très simples que tout le monde connaît, même les gens qui n'ont pas de bagage scientifique particulier, quoi. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en plus, moi, quand je bossais sur ces ateliers-là, j'allais clairement rencontrer des bibliothécaires, hein, parce que alors, des albums jeunesse, il faut les connaître aussi, les albums jeunesse, mine de rien, pour trouver celui qui va correspondre à la thématique. Donc en fait, je suis beaucoup allée dans les bibliothèques et en arrivant en disant, bon, voilà, moi, je veux faire un atelier scientifique sur cette thématique-là. Qu'est-ce que vous connaissez comme histoire? Et c'est vrai que celle sur la notion d'équilibre et de poids,
Je pense que j'aurais jamais pensé à cette fameuse histoire, mais et ce jour-là, c'est une bibliothécaire qui m'a dit: «Mais sur cette notion-là, il y a cette histoire qui est géniale» et effectivement, ça correspondait tout à fait à ce qu'on voulait faire. Donc c'est pareil, faut pas Mmh mh. hésiter, je pense, à aller voir les professionnels du livre. Chacun son métier, comme on dit. Voilà, donc la collaboration est importante et heu et voilà. Elles connaissent, beaucoup, beaucoup d'histoires, donc c'est bien de s'adresser à ces personnes-là. Mmh mh. Et après, il faut déclencher, la petite expérience derrière qui va bien et qui va permettre aussi de compléter, de manipuler pour les enfants et leur permettre de retenir. Enfin, c'est important aussi pour les enfants d'expérimenter par eux-mêmes pour Tout à comprendre fait, aussi, les tout à concepts qu'il y a fait. derrière, quoi. Pas forcément Voilà. comprendre de la théorie, mais l'expérimentation est essentielle. Ouais. Alors, on vous a partagé plein de liens, vous verrez, voilà, des albums déclencheurs, des listes de livres qui peuvent être intéressantes et puis, bah, c'est le moment où vous avez peut-être des questions, alors que ce soit pour Armelle ou pour Thierry, sur les interventions. Alors là, vous pouvez même, ouvrir votre micro et puis prendre la parole si vous avez une question. Il n'y a pas de questions? S'il y a Kim qui lève la main. Moi, j'avais une toute petite question. Je voulais juste demander à Thierry le nom du manga où l'uranium était personnifié. Parce que j'ai pas compris le Bah, c'est titre. une question piège, ça. Ah bon. Je vais vous laisser faire une photo d'écran, hein, parce que je parle très peu japonais, en fait. Donc, je Mais peux peut-être pas ce vous qu'on dire pourrait faire, plus c'est que aussi peut-être les lister je et puis qu'on puisse D'accord. partager une liste, Oui, voilà. par email. ouais, mais alors le Mmh. problème, c'est qu'en japonais, c'est compliqué. Si je retrouve pas l'article, original de ou alors faut que je trouve quelqu'un qui parle japonais, en Effectivement, fait et D'accord. il y en a sinon il y en a le peu. titre, c'est ça, en fait, si vous voulez. Ouais. Ouais, ouais. Je vais faire un peu. Mais je triche Ok, pas, hein, je peux vraiment pas vous dire plus, en fait. Heu, pas de souci. oui, Pas non, de là souci. là, tout de suite, là, en plus, enfin, non, je sais pas Alors comment je peux trouver la solution. il y a peut-être un ISBN, une référence, qui peut être partagée, qui peut nous Ah! aider à retrouver le titre peut-être. Voilà le Bon, en tout cas, ah, il y a un on ISBN, effectivement. Voilà, Je peux vous mettre ça. listera tout ça. Ok. Je peux vous mettre ça. Merci beaucoup. ça permettra de retrouver le titre. Alors, est-ce que, sinon parmi vous, vous avez déjà expérimenté ce type de projet? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ou est-ce que vous en voyez pour commencer ce type de projet, dans vos structures? J'ai une petite question. Oui. Bonjour tout le monde. J'ai une question pour Thierry. Oui. Je voulais savoir si les ex c'est une question super intéressée, si les expos, en fait, elles peuvent, être empruntées, elles peuvent tourner en médiathèque, par exemple? Parce que Hem, c'est super intéressant. alors elles sont faites pour. Ah Le super. le seul truc, c'est que, en fait, pour l'expo sur les ours, on est, là, je ne fais que de la formation pour médiathécaires qui peut-être, voudraient avoir l'expo un jour. Parce que, j'ai pas le personnel ni le temps pour m'occuper de ça, de faire tourner l'expo en même temps qu'on conçoit le gros projet d'itinérance, littérature. Donc ça veut dire que, l'expo sur les ours, c'est on va dire, c'est, voilà, en formation éventuellement, c'est possible. L'expo, littérature, jusqu'à, parce qu'en fait, c'est financé par, le FEDER et la région Occitanie. Jusqu'à fin août, on a 10 dates d'itinérance à mettre en place, donc on est complet, complet, complet. Mais après, les produits, sont là et seront créés et existeront, donc ça, de ce côté-là, il y a pas de souci, quoi. Mmh, C'est génial. Bon, mmh. ben, à bientôt alors. Bah, ouais, le je le souhaite. Vous êtes où? Vous êtes à quel endroit? Moi, je vais bientôt, bouger et aller en Gironde. En Gironde, OK. Ouais. Il y a, bah, il y a le, a priori, c'est qui? C'est, bon, c'est pas Gironde, Gironde, mais, c'est qui? C'est dans les Landes. Dans les Landes, ils voulaient le mettre dans le catalogue de formation. En fait, le truc, c'est que j'ai fait une formation pour les médiathèques de Seine-et-Marne, en ligne, quand c'était le confinement et tout, et ils l'ont mis à leur catalogue de formation et du coup, bah, il y a, c'est comme ça que des gens dans l'Hérault, m'ont contacté, des gens dans les Landes me contactent et puis,
Donc ça fait petit à petit, ça fait boule de neige en fait. Enfin voilà. Le seul truc, c'est qu'en fait, je vous dis juste parce que ça, c'est un constat. Donc ça, c'était en confinement, donc c'était pas évident non plus, c'était en ligne. Mais j'ai fait une formation qui je considérais comme une demi-formation. L'idée, c'est on fait, en gros, pour devenir peluchologue, il faut faire une demi-formation, une demi-journée un petit peu théorique de la moitié du temps sur les animaux dans la nature et la moitié du temps dans les ours dans le monde des peluches, pour expliquer un petit peu les méthodes et comment ça fonctionne, etc. Mais par contre, je me rends compte que, l'après-midi, donc les gens passent un très bon moment, c'est très chouette, c'est des super échanges. Mais, à la fin de cette demi-journée-là, ils se sentent pas d'animer un truc de peluchologie tout seul. Donc, l'idée, c'est que l'après-midi, il y a un groupe, de scolaires qui viennent, où moi j'anime. Eux, ils font juste de la co-animation et ils voient un peu comment, se gère l'atelier, la dynamique de l'atelier et tout ça. Et normalement après, ils ont leur diplôme et puis ils peuvent faire tout seuls dans leur médiathèque quand ils ont envie. C'est ça l'objectif. D'accord, merci. Ouais, c'est top, c'est top. Merci beaucoup. Et du coup, moi, j'avais peut-être une question au sujet de littérature, parce qu'on s'empare des sujets qui sont dans les livres. Est-ce qu'à un moment donné aussi, il y a une invitation à aller dans la nature pour faire de l'observation directe Alors, ou les liens? forcément dans les animations, alors déjà, les ateliers, naturalistes qu'on va faire, pour les médiathécaires, c'est sur, de l'observation de vrais, enfin de vivants quoi, Mhm. enfin de vivants morts, mais, les insectes ils sont morts quoi, mais, enfin de vrais, entre guillemets, de choses vraies. On a un herbier, on a des boîtes à insectes à observer. On a des partenaires qui sont la société d'horticulture, qui va aussi, autour des médiathèques organiser des petits, enfin des sorties naturalistes pour regarder les plantes, regarder. Le problème des sorties naturalistes, c'est que ça dépend beaucoup de l'époque de l'année, en fait, Mm. et que on peut pas forcément se baser que sur ça non plus parce que enfin, on peut toujours regarder des choses, hein, mais, il y a plus ou moins de choses à regarder effectivement en fonction de la saison. Et donc oui, oui, là, l'idée, c'est on part du livre et puis on va dans la nature, en fait. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu comme ça qu'on va faire. Après, voilà, il y a plein de médiathèques qui mettent en place des partenariats aussi, avec des associations de naturalistes qui sont pas loin de chez eux pour, mettre un peu, quelque chose en place, à ce moment-là. Moi, là où je suis, enfin voilà, j'espère vraiment qu'on va réussir à jusque-là, c'est vrai qu'on était tellement, pris par la fabrication de l'expo qui était prête un peu au dernier moment que, la phase de co-construction avec les médiathécaires d'un programme culturel où, on mélange justement, notre savoir naturaliste qu'on va leur transmettre avec, bah, leur habitude, à raconter des histoires, à faire des ateliers créatifs, à faire des je sais pas, des origamis, enfin voilà. Là, je trouve que ça va être ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir qu'est-ce qui va sortir comme différents programmes culturels dans les 10 lieux qu'on va rencontrer avec les 10 équipes avec qui on va travailler et ça, je trouve que c'est assez chouette parce que la même expo, elle peut servir à plein de supports différents, quoi. Donc Mm, et je pense que là, on a vraiment, enfin, je veux dire, là, il y a vraiment un deal en fait on partage des sciences naturalistes contre, du partage de pratiques, de médiation culturelle pour lesquelles on est un peu moins le kamishibai dont on a parlé tout à l'heure par exemple, mm. Ouais. voilà, moi c'est des choses que je connaissais pas trop en fait, mais que j'ai vu, expérimenter, au Jardin des Plantes par des auteurs qui, il y en avait un, il prenait sa guitare et puis elle racontait l'histoire devant des gamins au Jardin des Plantes, ça marche super bien, hein, c'est Mm, très mm. chouette, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de classification et il y a d'autres. Enfin, on peut aussi très bien partir dans le dessin aussi. Je pensais, ben, quand on parle de nature, le dessin naturaliste, c'est tout un sujet aussi. Mais aussi sur, enfin, c'est vrai que le dessin, il est très utilisé aussi par les médiathécaires. Et on peut aussi beaucoup faire de l'imaginaire à base de dessin en partant du réel et en imaginant des choses. Je pense notamment par exemple, la cartographie. Je sais qu'il y a une médiathèque pas loin de chez nous, dans la Bièvre, qui a fait tout un cycle autour de la cartographie. Alors, la cartographie à partir de livres, et puis ensuite faire des ateliers oui, qui vont utiliser le dessin. Il y a aussi des choses qui se font pas mal autour des aliens. Alors, apprendre les petits extraterrestres qui vont exister dans les livres, se poser la question de
s'il pourrait exister quelque part et puis dessiner son propre extraterrestre. Ça, c'est des choses aussi assez sympas à explorer. Alors, une des demandes qu'on a eues des médiathécaires, qui n'était pas Oui. prévue au départ, c'était effectivement de dire oui, mais qu'est-ce qu'on fait des espèces imaginaires? Parce qu'ils trouvaient ça hyper dommage qu'on dise ah bah non, ça c'est pas. Alors déjà, c'est pareil que pour les ours, c'est à partir de quand une espèce est imaginaire en fait. Donc Ouais. là, il y a mon collègue là qui est en train de travailler sur les Pokémon pour essayer de faire une classification des Pokémon de plantes et d'insectes, justement, pour faire une vitrine dans l'expo. Ben, justement, c'est à partir de quand on considère que c'est quoi le pourcentage de réalité d'un Pokémon dessiné en fait par rapport à la bestiole dans la nature. Et donc les enfin les espèces imaginaires, l'idée c'est que donc c'est pareil avec les méthodes qu'on utilise de classification. Si on a un inventaire exhaustif, donc pour l'instant forcément on les mettra pas sur l'arbre du vivant. Il faudra que le site il ressemble vraiment à quelque chose qu'on se rende compte qu'on est dans un pays imaginaire et pas dans la vraie biodiversité. Mais bah, enfin voilà, nous on a les chercheurs qui peuvent nous aider si on a l'inventaire et suffisamment de détails en fait pour comparer les espèces les unes avec les autres, on peut les mettre effectivement, on peut les agencer et en faire une classification de voir ce qui se ressemble plus ou moins. Et ça va faire partie du jeu. Et effectivement, on a un des partenaires qui travaille beaucoup sur l'imaginaire, la science-fiction, etc. et qui va animer cette partie-là en fait. Oui. N'hésitez pas hein, à intervenir, que ce soit pour partager Alors, votre expérience. je montre Ouais. un super livre trésor qu'on a trouvé pour littérature à chaque nouvelle question en fait. Parce que j'ai pas eu le temps de les montrer tout à l'heure. Une bonne motivation. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. 5, 6. J'en ai 6. Et aussi sur ces choses-là, ça permet de parler non seulement de sciences, mais aussi de sciences participatives. Parce qu'il y a beaucoup de projets aussi de sciences participatives qui se mettent en place. Et là, c'est vraiment de la science participative que tu proposes dans la peluchologie, dans littérature aussi, puisque c'est cette notion où en fait tout le monde à son échelle peut faire de la science en participant à collecter des données par exemple. Il y a beaucoup de projets de sciences participatives par exemple autour de la biodiversité pour, vous en avez sûrement entendu parler, compter les papillons dans son jardin, observer les hérissons, les recenser. Et là c'est vraiment cette notion-là où chacun va contribuer à son échelle à la classification, quoi, mise en place. Alors, effectivement, alors je sais que c'est très à la mode, hein, les sciences participatives, même le ministère nous incite énormément à en faire. Ouais. Pour l'instant, enfin, on va dire jusqu'à hier, littérature, c'était pas un projet de sciences participatives, c'était un projet participatif. Mais en fait, bah, Lucas, il allait voir un chercheur qui, lui, serait super intéressé pour qu'on rajoute des champs dans le site internet qui permettent de savoir quelle est un peu la valence des espèces représentées. Ça veut dire, est-ce que, c'est quoi l'émotion qu'il y a, liée à l'espèce représentée? Est-ce que c'est une espèce, voilà, est-ce qu'on peut lui donner un caractère? Est-ce qu'on peut lui donner des émotions? Est-ce qu'on peut lui dire si on l'aime ou si on l'aime pas et cetera, vu comment elle est représentée? Parce que ça, effectivement, ça rajouterait, enfin voilà, si on mettait de l'affectif en plus, hein, ça permettrait non seulement de faire une cartographie de qui est là, mais en plus de, qui on aime et qui on n'aime pas, en fait. Et là, enfin moi je peux pas, je fais pas, comment dire? Je fais ça pour faire un jeu de données, mais si on pense les questions en amont, on peut effectivement, leur faire dire un peu plus et les utiliser, voilà. Des fois on croise pour la peluchologie, ça a été pareil. On a croisé quelqu'un qui nous a aidé à faire, la grande expérience participative, pour, essayer de savoir ce que c'était le portrait robot, d'un ours réconfortant, d'un nounours réconfortant et là, ils sont a priori en train de rédiger une publication, sur ce sujet, en fait. Donc bah, tant mieux, hein. Enfin, je veux dire, ça donne encore plus de force au projet, quoi. Ouais, super. On avait une question de Nicolas? Oui. Bonjour, je vais la reposer. Voilà, comme ça on entend. Je me demandais s'il y avait des projets d'écriture, d'ateliers d'écriture, notamment pour le jeune public, alors peut-être plutôt fin d'école primaire ou collège, en lien avec des sites
fiction, que ce soit même des albums ou des romans. J'imagine que ça existe et Marion était en train de répondre, donc c'est parfait. Voilà. Mais je trouve que c'est une approche aussi intéressante parce que ça les implique encore plus justement dans l'histoire d'un livre, plus globalement, de comprendre un peu aussi tout ce qui est le travail d'écriture. Donc c'est un beau prolongement qui peut être aussi intéressant. Et ça permet aussi d'arrêter de segmenter justement les sciences d'un côté, la littérature de l'autre, etc. Enfin, à travers le livre, on le fait déjà, mais si on peut travailler avec des enseignants, par exemple, de français et de sciences, ça peut être chouette. Oui, tout à fait. Je vois qu'il y a pas mal de réactions dans le chat autour de ce sujet, si quelqu'un veut partager son expérience. J'ai l'impression qu'Anne-Mathilde nous parle, Essaye mais de qu'on n'entend parler. pas. Oui, j'ai l'impression aussi. Il n'y a pas son micro, le petit icône micro, en fait. Oui, je vois pas. Ah oui, ça c'est normal, c'est quand on parle, en fait. Ouais. Normalement, oui, mais ça fonctionne pas, on n'entend pas. Bah, je vais juste lire son commentaire. Anne-Mathilde qui accompagnait des collégiens pour un projet de science où les enseignants les ont fait travailler sur une BD qui raconte l'histoire des renards polaires en Norvège. Puis il y a un lien, si vous voulez. Peut-être tant que j'ai la parole, je dis aussi la réponse que j'avais apportée à Nicolas, c'est que nous, à la Casemate, on n'a pas forcément travaillé directement, tout seul du moins, sur des ateliers d'écriture pour les jeunes. Par contre, on a travaillé avec l'association Le Labo des Histoires, que je vous conseille parce que déjà, ils sont implantés partout en France, donc vous devriez trouver un représentant de votre région. Et c'est une asso qui a l'habitude de bosser avec des jeunes entre 15 et 20 ans, on va dire, en gros. Enfin, même plus jeunes parfois. Ils travaillent autour de l'écriture vraiment sous toutes ses formes. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pas que des nouvelles ou que des petits bouquins. C'est vraiment l'écriture pour le slam, pour la chanson, des carnets de voyage, du jeu vidéo aussi. Ils construisent des jeux vidéo interactifs en écrivant à chaque fois des petits paragraphes pour qu'on puisse suivre une histoire et c'est un petit peu l'histoire dont vous êtes le héros. Donc voilà, ils fabriquent vraiment des tas d'ateliers et puis leurs ateliers sont gratuits. Donc nous, souvent, ce qu'on faisait, c'est que le Labo des Histoires fait, on va dire, tous ces ateliers dans différents lieux de la métropole. Et chez nous, en particulier, ils faisaient des ateliers liés aux sciences. Donc on a pu faire des booktubes notamment. Alors c'est pas de la fiction parce que Nicolas, ta question était plutôt sur de la fiction. C'était là en l'occurrence on leur apprenait à utiliser un smartphone et à filmer des booktubes, mais bon ils avaient quand même des livres, voilà, des romans, des BD ou autres. Il y a eu aussi des ateliers donc, de jeux vidéo justement, d'histoire interactive. Il y a eu des ateliers d'écriture un peu marrants autour de l'IA, l'intelligence artificielle par exemple, où l'animatrice faisait piocher des mots dans des livres. Elle faisait noter les mots dans une sorte de base de données de mots. Et après, les laborantins, comme ils disent au Labo des Histoires, les jeunes, devaient écrire des histoires en repiochant uniquement les mots de cette base de données de mots. Et donc, ça construisait des images un peu originales. Il fonctionnait finalement un peu comme une IA qu'on aurait nourrie avec un petit paquet de mots. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais si vous voulez, je retrouverai pendant la fin du talk là l'article qui documente cette expérience. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Nous, c'est notre façon de bosser. On préfère aller vers les gens qui ont cette maîtrise plutôt que d'essayer des fois avec un peu de peine à acquérir cette maîtrise de l'atelier d'écriture qui n'est pas si évidente. Donc voilà. C'est vrai, là où les centres de culture scientifique peuvent aussi être des relais ou peut-être aussi les services culturels et scientifiques des universités, c'est pour faire le lien avec des scientifiques qui pourraient intervenir pour donner, voilà, pour être là, la caution scientifique, que ce soit d'une intervention culturelle ou éducative, ou pour donner une caution scientifique aussi dans le cadre d'ateliers d'écriture. C'est vrai qu'avec Marion et différentes associations, on travaille aussi autour de la science-fiction.
Et dans le cadre d'ateliers science-fiction, on peut inviter des scientifiques qui vont venir nous parler de leur sujet pour apporter le réel scientifique dans la construction d'histoire. Désolée, je me suis absentée quelques secondes, donc s'il faut compléter, tu me dis, Audrey. Je ne sais pas si j'ai été claire aussi, mais bon, je parlais des scientifiques qui viennent aussi apporter leur caution scientifique dans les ateliers d'écriture, surtout dans la science-fiction, dans ce qu'on peut faire. Ouais, complètement. Voilà. Alors c'est dommage qu'Anne-Mathilde ne puisse pas parler parce qu'apparemment, il y a plein de projets intéressants de son côté. On n'entend toujours pas. Je vois que le micro est décoché, mais on n'entend pas. J'ai un petit partage d'expérience à faire. Oui, avec plaisir. Moi, j'ai travaillé plusieurs années dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, où il y a un projet départemental qui s'appelle La Science se livre, qui était assez chouette parce que pour nous, en médiathèque, ça voulait dire que la moitié des projets qu'on allait monter dans ce cadre-là étaient financés par le département, donc c'est toujours appréciable. Et il y a un prix La Science se livre. Alors, hop. Il y a un prix, du coup, avec une sélection adulte et jeunesse. Et ça dure un mois à peu près. Et dans ce cadre-là, on a organisé, on a fait venir des troupes, des compagnies de théâtre pour faire des sortes d'ateliers vivants, enfin des trucs un peu. On a fait venir des scientifiques, on a fait pas mal de choses. On avait aussi organisé une année un atelier d'écriture numérique où c'était une sorte de jeu de rôle. C'était des ados, chaque ado écrivait sur son ordinateur avec une animatrice qui était vraiment top et qui a malheureusement cessé d'exercer. Donc je ne peux pas donner son contact parce que voilà, elle va bien, mais elle a changé d'activité. Et moi, du coup, comme je travaille en jeunesse, ce qu'on essayait de faire plutôt en section jeunesse, c'était des sélections de livres qui avaient un rapport avec la thématique et nos animations classiques, les accueils de classe, les heures des histoires et les bébés lecteurs, de les faire dans cette thématique. Alors, c'était facile quand c'était des thématiques très larges comme la botanique, par exemple. Ouais. On s'est amusé avec des albums qui étaient vraiment très, très beaux. Et sur les grands, en fait, c'était intéressant parce que c'était intéressant pour tous les âges. Et on s'est un peu creusé la tête à partir de la sélection du prix. Mais la sélection du prix, c'est des ouvrages scientifiques. Donc, nous, on cherchait des histoires qui pouvaient être partagées. Oui. Et oui, je note pour la botanique, il faut que je creuse mes souvenirs et je vais partager ça dans le chat. Et en fait, c'était vachement bien. Et une autre expérience que j'ai eue, c'est que c'était des accueils de classe sur l'astronomie. Donc, on avait essayé de faire un lien. Une des idées de cet accueil, c'était de montrer aux élèves qu'on pouvait trouver des informations documentaires dans les livres et pas seulement en ligne. Et de rendre tout ça un peu vivant. Donc, en fait, on était parti d'une histoire sur les étoiles. Il y en a plein. Et après, j'avais présenté le truc, en fait, où à chaque question, je trouvais une réponse avec des albums documentaires, notamment justement les tops des étoiles. Enfin, il y a plein d'albums documentaires qui donnaient les réponses. Et c'était plutôt chouette. Je crois qu'on avait fini par faire les thèmes astro des élèves avec un album sur les constellations. Donc, c'était... Ouais, bon, après, je ne suis pas sûre que scientifiquement, ça mérite le détour, mais il y avait des... Enfin, voilà, j'ai essayé de faire des pistes. Je n'ai pas le bagage scientifique qui me permet non plus de faire des trucs hyper carrés. Voilà. Oui, après, je dirais que surtout pour les plus jeunes enfants en dessous de 5 ans, je dirais, c'est pas forcément toujours les sciences en tant que telles qui sont les plus intéressantes. Je trouve on en parle beaucoup en ce moment de l'émerveillement des plus jeunes, de cultiver l'émerveillement des plus jeunes. Et je trouve que c'est aussi le rôle des sciences, enfin des livres, de l'utilisation des livres, que de cultiver cet émerveillement pour les enfants, les faire aussi rêver, imaginer.
et qu'ils aient envie plus tard, d'aller plus loin et de creuser un petit peu au niveau des concepts. Je crois que le but principal, effectivement, dans l'utilisation de l'album, c'est Mm. d'éveiller la curiosité, en fait, de les amener à se Ouais. poser des questions, mais pas forcément que le livre réponde à tout, mais qu'on lance l'interrogation et qu'on les rende curieux, effectivement. Bah, alors ça, c'était gagné. Dans ce Bah, cas-là, c'est j'ai sûr. presque fait un album où on s'était posé beaucoup de questions sur les animaux de la préhistoire et leur existence ou pas, à Oui, partir d'un album qui avait rien à voir, qui s'appelle Comment élever son mammouth de compagnie, d'accord. qui est vraiment bien pour le coup sur comment fonctionnent les animaux. Et d'ailleurs, c'est une peluche. Enfin bon, j'ai un peu spoilé la fin, mais ça rentre dans les albums avec une peluche. Comment élever un mammouth de compagnie? D'accord. Et tout à l'heure, Marion, tu as parlé des booktubes, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas le principe du booktube. Ouais, alors les booktubes, ce sont des vidéos de présentation de livres. En fait, c'est même tout un pan de YouTube, si vous regardez un petit peu des vidéastes sur YouTube. Donc, maintenant, on commence à les connaître, les vidéastes scientifiques. Vous avez dû regarder Dirty Biology, Florence Porcel, y penser et toute la clique. Mais il y a aussi tout un réseau finalement de ce qu'on appelle les booktubers. Donc c'est des vidéastes qui, alors pas forcément scientifiques d'ailleurs, hein, qui juste présentent des livres, qui font des vidéos. Donc soit ils présentent un ou plusieurs livres, soit ils présentent leur bibliothèque entière, comment ils l'arrangent, les couleurs des livres, leurs livres préférés, selon les saisons aussi, ils font des vidéos. Donc là par exemple on arrive en automne. Vous avez des petits ils se lancent des défis entre eux où ils présentent des livres sur la thématique de l'automne. Bref, voilà, c'est toute une équipe de vidéastes qui font ce genre de vidéos. Et il se trouve que quand on présente des livres, on peut aussi présenter des livres scientifiques. Et donc, nous, il y a quelque temps, à la Casemate, on a lancé ce format de ce qu'on a appelé les booktubes à essai, pour faire un petit jeu de mots. Donc, en fait, c'était le format vidéo de présentation de livres de sciences, c'était un petit prétexte de notre côté pour mettre nos partenaires et nos amateurs de sciences de la casemate, les mettre devant une caméra, en l'occurrence, enfin devant un smartphone plutôt, parce que nous, on travaille plutôt avec des smartphones, et pour les entraîner à s'exprimer pour la première fois devant un smartphone, et sans qu'il n'ait finalement à écrire un très long script de vulgarisation scientifique où il se prendrait la tête pendant des heures pour bien écrire sur un phénomène scientifique. On les met plutôt avec leur livre préféré devant le smartphone, et en général, ils ont de quoi dire. Il n'y a quasiment même pas besoin qu'ils préparent vraiment un script, hein. Ils expliquent ce que le livre raconte et en quoi ça leur plaît et en quoi ça peut créer des liens avec telle ou telle thématique scientifique. Et c'est très court, hein, c'est 2-3 minutes. Bon, ça peut être plus long si on présente plusieurs livres, mais si on veut faire vraiment un booktube très simple, en moins de 5 minutes, ça fait une vidéo très, très correcte. On peut lire des petits extraits de livres, on peut montrer toute une petite collection si on a notamment les muséums en France. Là, il y a quelques muséums qui ont toute une collection de bouquins d'enquêtes qui se passent dans les muséums français. Donc, on a eu une personne qui bossait au muséum de Grenoble qui nous en a présenté un exemplaire. Donc voilà, ça se fait très facilement avec vraiment un smartphone. Vous mettez une personne en condition. Cette personne, ça peut même être un binôme, hein, ça peut être deux jeunes, l'un qui filme l'autre. Et après, hop, sur le reste de la séance, vous tournez et chacun passe devant la caméra. Voilà, vous pouvez vous mettre en scène plus ou moins aussi, hein. Vous pouvez faire ce booktube dehors, ou si ça parle d'animaux, vous mettez des peluches, vous allez dans un lieu où il y a des animaux. Et voilà, ça fait des vidéos très sympas, sans trop de budget, sans trop de préparation. Et ça permet de parler de science. Ouais, c'est un bon moyen aussi. Merci Thierry. Je fais le visuel du chat. J'ai le droit de montrer Oui. dedans ou pas? Ah bah oui. Ouais. Ouais, moi j'ai des problèmes avec les copyrights en ce moment en fait. C'est compliqué, hein. C'est hyper beau, hyper précis et super Oui, beau c'est comme joli, travail. hein. Et il y en a plein, il y en a plusieurs en fait. Hop, je mets à côté. Ouais. J'ai l'impression de faire le téléachat. C'est vrai.
On a Anne-Mathilde qui a retrouvé un micro. Oui, bonjour, vous m'entendez maintenant? Ah oui, Ah oui, oui, Ouais, ça marche. super. Sans caméra, mais avec micro, désolée. Très Oui, bien. bah, c'était juste pour vous partager, du coup, quand on parlait un peu d'écriture. Donc, j'étais impliquée sur plusieurs projets en tant que chercheur en écologie animale dans les régions polaires. Je fais plus ça maintenant, mais en tout cas à l'époque, sur plusieurs projets, soit où on a suivi des gens qui partaient sur le terrain pendant leur mission, et du coup on travaillait avec plusieurs écoles pendant ce temps-là, soit du coup ce projet où des collégiens donc de 4e et de 3e sont partis. 50 collégiens en 2 fois de 3e au Groenland et 40 collégiens de 4e en Norvège. Et du coup, ils ont écrit une super BD qui alors a été tirée en petite. Enfin, c'est assez anecdotique. Ils ont imprimé ça en local mais voilà, ils ont fait écrire l'histoire par les collégiens. Et au début, ils voulaient faire dessiner aussi par les collégiens, mais en se rendant compte que dessiner par les collégiens, ça ne ferait pas forcément un rendu super top. Ils avaient un contact qui est dessinatrice de BD, qu'ils ont missionné pour faire. Enfin, c'est vraiment un petit truc qui est génial, mais qui a été malheureusement édité en petit numéro. Voilà. Après, c'est vrai que sur ces thématiques de région polaire, d'animaux polaires, tout de suite, ça fait rêver les petits. C'est assez facile. Enfin, l'année dernière, j'étais dans la classe de mon fils en petite section. On a travaillé sur les animaux polaires et sur la différence entre les pingouins et les manchots. Alors, les petits de 3 ans, ils corrigeaient les adultes en disant non, non, cette peluche, c'est un manchot, ce n'est pas un pingouin, et expliquaient la différence. Donc, même sur des tout petits, en se mettant à leur niveau, en définissant bien à l'avance les objectifs, parce que voilà, l'idée, c'était pas qu'ils connaissent toute la classification des animaux polaires. On a trouvé une petite comptine qui allait bien en plus, qui disait que voilà, les manchots, ils sont au pôle sud, ils nagent, et les pingouins, ils volent, ils sont au pôle nord. Et voilà, à 3-4 ans, ils étaient tous capables, au bout de 2 séances, d'expliquer la différence, y compris avec les adultes, donc, y compris aux adultes. Donc, ouais, plein de projets. Voilà, il y a un livre il y a des livres qui sont bien adaptés aussi. Alors, il faut faire le tri parce qu'il y a beaucoup d'erreurs de traduction avec des manchots qui s'appellent des pingouins, mais il y a un petit livre qui s'appelle l'histoire du manchot qui en avait marre d'être pris pour un pingouin et qui, du coup, est bien adapté. Voilà. Super, super expérience. Et merci en tout cas pour tous vos partages parce que ouais, c'est super intéressant. Anne-Mathilde, je vais juste faire un tout petit commentaire en fait de vieux loups de la peluchologie, surtout avec les tout petits. Il faut faire prendre beaucoup de précautions entre quand on est dans le monde des peluches et quand on est dans le monde des vrais animaux en fait. Parce que en fait, pour les enfants, par exemple, une peluche de manchot, elle mange du poisson en fait. Et les peluches, elles peuvent parler. Il y a tout un tas de choses, mais c'est surtout que il faut vraiment, sans désacraliser tout l'imaginaire autour de la peluche, etc. Il faut qu'on leur dise, par exemple, si on veut les classer, qu'on va classer des objets peluches et pas les animaux représentés par les peluches, parce qu'en fait, les peluches, elles ont des habits, les peluches, elles ont, il y a des attributs qui font penser à l'animal, en fait, mais il faut garder cette distance-là si on veut pas, enfin, si on veut pas tomber dans des trucs un peu compliqués où on mélange un peu les choses, en fait. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, je vous dis juste, surtout pour les petits, la différence vivant-non-vivant, elle n'est pas claire, en fait. Et il faut arriver à dire, oui, c'est une peluche qui représente un pingouin, par exemple, ou une peluche qui représente un manchot. Voilà. Alors pour le coup, là, on n'avait pas de peluche dans la classe. Donc on a fait, c'était des ateliers, voilà, on a plutôt parlé des animaux, on a regardé un peu des photos, des vrais animaux, on a regardé des petites vidéos, mais on n'avait pas de peluche dans la classe. Mais je note pour l'option. En fait, pourquoi je me permets de vous dire ça, c'est parce que juste, en fait, on peut faire énormément de choses avec la peluche, mais effectivement, il faut que le contrat avec les enfants, il soit, parce que c'est le piège de départ. Et nous, on l'avait fait au début, en fait, de mélanger voilà, des squelettes avec des peluches, machin, etc. dans les vitrines. Et, en fait, il ne faut pas faire ça. C'est 2 mondes différents. Et si on peut en parler dans la même animation, mais il faut juste expliquer qu'on ouvre la porte et puis on ferme la porte et qu'on passe de l'autre côté, en fait. Et, ok, bah, je note pour des possibles futurs ateliers alors, avec l'école. Ça.
Audrey, j'ai peut-être loupé la mention, je ne sais pas si tu l'as cité, mais il y a le Ouais. prix Le Goût des Sciences aussi, dont on avait pris le... Tout à fait, je ne l'ai pas mentionné, je l'avais noté. Alors vas-y. En 2 mots, alors je me permets d'en parler parce que je faisais partie du jury l'année dernière, enfin je vais sans doute faire partie du jury aussi cette année. Donc c'est un prix littéraire et scientifique qui est porté par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et en gros, il y a une sélection, chaque année, une sélection de livres sur 2 catégories. Une catégorie tout public, enfin plutôt adulte, on va dire, ado-adulte, et une sélection jeunesse. Donc ça, c'est une première sélection qui est faite en interne au niveau du ministère. Et ensuite, on est une douzaine de personnes dans un jury et on élit un lauréat dans chaque catégorie. Et bon, c'est un prix, hein, et comme tout prix, il y a des biais forcément. Mais en tout cas, je trouve intéressant ce prix, au moins pour la sélection, parce que finalement, on désigne 2 lauréats et voilà, et les bouquins chaque année sont très intéressants. Mais en fait, toute la sélection est super intéressante. Donc, au cas où, souvent, enfin moi, c'est ce que je conseille aux médiathécaires ou aux personnes qui voudraient voilà, s'emparer d'un livre, mais qui oseraient pas trop ou qui se diraient tiens, est-ce que c'est crédible ou pas, au moins cette sélection, bon, elle n'est pas exempte des fois d'erreurs ou de voilà, il peut y avoir des biais ou autres, mais globalement, c'est quand même des livres avec lesquels on peut être à peu près à l'aise. Donc ça s'appelle le prix Le Goût des Sciences. Je pense que Kim, tu vas Ouais, elle sûrement a ajouter partagé, un oui. lien. Mm. Voilà, vous pouvez regarder finalement la sélection des années précédentes et ça vous fait voilà, une bonne idée. Et là, parmi les livres de la sélection, un qui m'a bien plu, qui est plutôt pour ados, enfin enfants, allez, on va dire peut-être à partir de 9-10 ans, mais surtout ados, c'est un livre autour de la mathématicienne Sophie Germain et de sa vie. Et vraiment, c'est un exemple type d'un livre qui est, qui se lit vraiment quasiment comme un roman. Bon, là, c'est une biographie, mais ça se lit vraiment comme un roman. C'est super accessible et voilà, ça parle de femmes dans les sciences. C'est vraiment chouette. Je l'aurais pas du tout découvert sans ce prix. Donc voilà, je vous invite à regarder cette sélection-là. Mm. Super bien. Alors, est-ce que on a encore des questions ou d'autres réactions? Il semble que non. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clôturer cette session. Donc, pour vous dire que on a bien enregistré normalement, si tout va bien, cette session. Donc, vous pourrez la retrouver en ligne si vous voulez la réécouter ou la partager avec d'autres personnes. Ce qu'on fait aussi toujours, c'est qu'on copie la totalité du chat qui vous a été partagé et qu'on vous l'envoie après coup. Donc vous aurez toutes les références, toutes les ressources qu'on a partagées pendant cette session. On vous envoie aussi un petit questionnaire qui nous permet de savoir si par rapport à l'idée que vous aviez de cette rencontre, ça a rempli vos attentes ou pas. Donc ça, vous allez le recevoir aussi. Et n'hésitez pas à m'envoyer aussi, vous avez mon mail, puisque je vous ai à tous envoyé un petit mail pour vous renvoyer le lien du Zoom. Si vous avez des références particulières que vous avez envie de partager, auxquelles vous pensez juste après le talk, n'hésitez pas à me les envoyer. Puis moi, je la mettrai à la suite, je mettrai tout ça à la suite de la copie du chat. Et comme ça, on pourra se partager tout ça. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, à part de remercier grandement Thierry et Armelle pour leur participation aujourd'hui et pour tous ces partages d'expériences. C'est super intéressant. Voilà, très inspirant, en tout cas pour moi. Merci à tous ceux qui sont intervenus, que ce soit dans le chat ou à l'oral. Et puis de toute façon, nous on reste disponible pour échanger plus en détail ou pour vous renvoyer des ressources, etc. Donc n'hésitez pas à prendre contact aussi individuellement si vous le souhaitez. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Marion, un petit mot de fin? Ouais, c'était un petit mot parce que je crois que Nicolas va être trop humble pour le dire, alors je me permets de le dire à sa place. On a ici un auteur qui a écrit le livre Nix Olympica sur une histoire qui se passe sur Mars et que je vous conseille. Donc voilà, je n'ai pas d'enjeu personnel sur la vente de ce livre, mais comme Nicolas est présent, j'en profite pour le mentionner. Voilà, super. Bon, et merci à toutes et à tous, et puis je vous souhaite une bonne journée.
et peut-être on se retrouvera pour un prochain talk ou des projets.